Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast Futur Chien Guide étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seuls 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage 2 fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chien guide, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un invité qui n'était pas prévu, et même plus avec qui je n'ai jamais enregistré de podcast à proprement parler. Mais après mon échange en direct sur Instagram avec Frédéric Gaillen fin mars, j'ai immédiatement pensé qu'il fallait vous le partager ici aussi sur mon podcast. Alors, avec un peu de montage pour une meilleure qualité d'écoute, Frédéric nous raconte comment il a eu l'idée de monter cette fondation pour remettre des chiens guides d'aveugles aux jeunes de 12 à 18 ans, ainsi que l'histoire de l'association depuis ses prémices en 2003. Et maintenant, place à l'épisode. Merci Ella et Frédéric de me permettre de faire ce live avec vous. Alors c'est vrai que c'est un petit peu une coïncidence de plein de dates différentes, puisqu'en fait on avait prévu de faire ce live à la fin de notre premier trimestre de soutien. La Fondation a soutenu le podcast pendant ce premier trimestre de l'année. Et puis il se trouve que cette semaine, comme je le disais dans l'autre live que nous avons abandonné pour la technique, c'est le podcaston. Le podcaston, qu'est-ce que c'est ? C'est le téléthon du podcast qui permet du coup à plus de 400 podcasteurs de parler d'associations. Donc voilà, sauf que moi je parle tout le temps d'associations et donc ce qui est rigolo, c'est de faire notre live ensemble pendant cette semaine-là. Alors, on est en direct avec Frédéric. Frédéric, comment vas-tu ? Est-ce qu'il y a le soleil de ton côté ou on est plutôt sous la pluie comme ça l'était le cas ce matin chez moi ? Je vais très bien. Ce matin, on a eu de la pluie et aujourd'hui, et maintenant, il fait un grand soleil. Ah, bah pareil, même météo et ça met du baume au cœur en tout cas de voir comment ça a changé. Est-ce que tu peux te représenter en quelques minutes parce que nombreux ou pas sont ceux qui connaissent la fondation, mais toi, qui es-tu derrière cette fondation ? Donc, je m'appelle Frédéric Gaillen. Voilà, je suis natif de l'Isle-sur-Sorgue dans le Vaucluse. J'ai perdu la vue dans un accident de voiture à l'âge de 18 ans. J'ai eu un parcours pas professionnel, mais plutôt porteur de projet. J'ai eu une galerie associative où je faisais la promotion d'artistes plasticiens sur Avignon, peintres, sculpteurs et photographes. Et puis, j'ai organisé des événements, par exemple l'exposition de Yann Arthus Bertrand, La Terre du ciel, pour en venir faire la liaison avec la Fondation. C'est à cette époque-là qu'on m'a posé la question, existe-t-il des écoles de chiens guides en direction des enfants aveugles et malvoyants ? Et le projet a démarré fin 2003. Un grand revirement, si j'ai envie de dire, par rapport à tes projets artistiques. Donc, tu n'es pas canadien, contrairement à ce que pensaient certains dans le précédent live. Tu es bien franchouillard, comme on dit. Oui. Et à l'Île-sur-la-Sorgue, donc tu es natif de l'Île-sur-la-Sorgue et c'est pour ça que la Fondation Frédéric Gaillen se situe à l'Île-sur-la-Sorgue, tout simplement. J'ai eu l'occasion de visiter la Fondation au mois d'octobre. Et voilà, c'est une chouette aventure. Et d'ailleurs, tu présentes un petit peu tout ça. J'ai pris sous la main ton livre qui s'appelle Un guide dans ma nuit, puisque tu représentes un peu tout ça, tout ton parcours en détail. On ne va pas avoir l'occasion de le faire ensemble ici, pour ceux qui veulent justement savoir plus précisément comment tu as réussi à mener cette mission jusqu'à aujourd'hui. C'est exact, c'est une rencontre assez étonnante. C'était lors de ce qu'on appelait une manifestation qui n'existe plus depuis 3-4 ans, qui s'appelle le Grand Prix des personnalités. C'est un tournoi de pétanque avec des célébrités où j'ai participé. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Anne Carrière, l'éditrice, qui avait pris connaissance de mon projet et de mon parcours et qui souhaitait que j'écrive un petit peu toute mon histoire de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. On apprend dans ce livre beaucoup de choses qui expliquent aujourd'hui où en est la Fondation.
Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Tu nous as parlé de la création du projet en 2003. Aujourd'hui, on est en 2024. Alors, est-ce qu'on compte 21 années ou entre le projet et sa concrétisation, on compte un peu ces années de transition un peu différemment? Ça se passe sur plusieurs périodes. De 2003 à 2008, c'est vraiment de la prospection, c'est-à-dire rencontrer les personnes qui œuvrent, les personnes professionnelles qui œuvrent au sein de l'handicap visuel. C'est de savoir un petit peu quelles pourraient être les demandes d'enfants entre cette tranche d'âge 12-18 ans qui souhaiteraient bénéficier d'un chien. Et puis, c'est de voir un petit peu les personnes qui pourraient soutenir ce projet, qui est atypique parce que du fait qu'en Europe et dans le monde, on ne remettait pas de chien entre 12 et 18 ans. Les raisons évoquées à l'époque, c'était que l'enfant manque de maturité dans cette tranche d'âge-là et qu'il a d'autres préoccupations dans la vie que de gérer un chien. C'était un petit peu les réponses qui m'ont été faites par les institutions, qu'elles soient des institutions conseillers régionaux, départementaux, que ce soit au niveau également de la Fédération française de chiens guides à l'époque. Les réponses qui m'ont été faites, c'est une hérésie de remettre des chiens en dessous de 18 ans. Dans cette première tranche de 2003 à 2008, 2004, je crée une association parce que j'ai trouvé que c'était injuste que les enfants ne puissent pas bénéficier d'un chien, surtout de ne pas avoir la possibilité de faire le choix entre la canne blanche et le chien guide. Donc j'ai appris qu'au Canada, il y avait la Fondation Mira qui offrait des chiens à des ados et je m'y suis rendu, j'ai appris, j'ai essayé de comprendre comment il fonctionnait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a passé un partenariat technique en 2007 où là, il y a eu 3 personnes qui sont allées se former à la méthodologie canadienne, qui est un petit peu différente qu'en France, puisqu'on travaille sur des groupes de chiens et groupes d'enfants. 2008, si vous préférez, c'est une date importante, parce que pour créer un petit peu cette école que j'ai imaginée, pour aller beaucoup plus vite, j'ai donné un terrain familial pour construire l'école que j'avais imaginée. Donc, de la première pierre le 4 octobre 2008. 2009, ce sont les 4-5 enfants qui commencent à venir sur site. Le site n'est pas terminé de se construire, mais nous avions mis en place des liens avec des établissements style foyer municipal pour les personnes âgées où les enfants allaient prendre leur repas, etc. Et donc, ça a été un petit peu les prémices de la fondation. Si vous préférez, ça a été tout un gros travail pour trouver déjà des financements, mais aussi se mettre en lien avec tout ce qui est vétérinaire, tout ce qui est les croquettes pour les chiens, etc. Donc, c'est vraiment le début 2008, le début de la naissance de l'infrastructure. 2014, c'est une deuxième date importante. C'est là où on bascule du statut associatif au statut fondation. Pourquoi une fondation? Parce que je souhaitais que l'on ne détourne pas le but initial de la fondation qui était d'accompagner et d'offrir des chiens guides à des enfants aveugles et malvoyants. Quand on est fondation, si vous préférez, c'est beaucoup plus difficile de changer les buts de la fondation. Voilà, parce qu'on est quand même reconnu par l'État, reconnu d'utilité publique. Et là, on préserve, si vous préférez, l'œuvre que porte la Fondation. 2014-2015, c'est aussi, nous faisons la demande à la Fédération internationale de chiens guides, et c'est là que nous sommes reconnus en janvier 2015 par la Fédération internationale de chiens guides. S'ensuit ceux qui ne souhaitaient pas que l'on existe au début viennent nous rencontrer, la Fédération française de chiens guides, et on intègre la Fédération française de chiens guides au milieu des années 2015. C'est pour ça qu'on compte 10 années, puisque cette année, la Fondation fête ses 10 années, et je sais que les portes ouvertes de septembre seront particulièrement mémorables, encore plus que d'habitude. Donc, c'est dire si ça va être un événement pour l'univers des chiens guides, parce que c'est les 10 ans de la Fondation, comme tu l'as expliqué, même si le projet date dans ses prémices de 2003, et donc de plus 20 ans que 10 ans. Exactement. Bon, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une belle structure. En effet, tu le disais, vous remettez des chiens en France, mais aussi à l'étranger, enfin, du moins en Europe. Hein, on va pas non plus en remettre de partout. Est-ce que aujourd'hui, tu peux nous dire en quelques chiffres? Alors, j'ai déjà fait la partie plus équipe, etc. Dans mon podcast en interrogeant Marina en début de cette année 2024, et c'était très intéressant justement d'avoir
son point de vue, donc qui est votre chargé de communication, sur tout ce qui était coulisses et comment communiquer au sein d'une fondation. Donc ça, vous pouvez retrouver l'épisode 70 à ce sujet. Mais sur la partie plutôt opérationnelle, on a eu des questions dans la boîte à questions notamment. Aujourd'hui, en quelques chiffres, combien il y a de demandes par an de familles, enfin on va dire de jeunes, qui ont peut-être pas encore 18 ans, mais en tout cas qui s'y 12 ans, pardon, mais qui s'y rapprochent. Et combien il y a de remises? Comment ça s'organise dans l'année? Alors en ce moment, nous avons à peu près environ 35 dossiers qui sont en cours d'étude. Il faut savoir que les 35 dossiers ne vont pas avoir dans l'année, on va pas offrir 35 chiens. C'est-à-dire qu'on reçoit des enfants qui ont parfois 8 ans, 9 ans et qui viennent de découvrir la fondation. Parfois, ils souhaitent rentrer dans le circuit de l'obtention d'un chien, mais ils l'auront quand ils auront 12 ans ou 13 ans. Voilà, donc c'est quelque chose de glissant. Pour avoir, si vous préférez, les enfants, comment ils arrivent aussi à nous, ça c'est quelque chose d'important. Il y a à la fois les médias, mais il y a aussi des liens avec les professionnels qui s'occupent des enfants handicapés visuels. Ce sont les instructeurs en locomotion. Voilà, donc on travaille. C'est ce que nous a bien expliqué Christelle, justement, qui est du coup l'assistante du Pôle Enfant avec Chantal, qui gère un petit peu tous ces dossiers qui arrivent. Et donc, elle expliquait très bien dans l'épisode 72 comment la prise de contact est faite, comment il y a la décision de passer ou pas d'un stage à l'autre en lien avec les éducateurs, bien sûr, de Chien Guide qui voient aussi ces jeunes à l'action. Oui. Et en tout cas, aujourd'hui, tu disais qu'il y avait 35 dossiers en cours d'étude. Environ 35 dossiers, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est de cet ordre-là. Ensuite, on remet depuis plusieurs années une dizaine de chiens. On monte crescendo en puissance. Cette année, le but, enfin, le conseil d'administration ainsi qu'en coopération avec les salariés, on souhaite remettre 12 chiens plus 2 mutualisations. Donc, en tout, ça serait 14 chiens. Il faut savoir que, pour votre information, que notre site est proche d'habitation, à moins de 100 mètres. Et donc, on ne peut pas avoir sur site plus de 10 chiens. Donc, on jongle un petit peu. L'idée que nous avons, si on souhaite remettre un petit peu plus de chiens ou réaliser plus de mutualisation, eh bien, nous avons prévu de faire une extension, c'est-à-dire de construire un nouveau chenil qui serait à la distance réglementaire. Okay. Voilà, au-delà de 100 mètres. Donc, il y a une limite aussi par rapport à la structure administrative et physique du bâtiment. Oui. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, donc tu parlais de mutualisation. Voilà, Léana pose la question de la mutualisation. Pour ceux qui ont déjà écouté le podcast, notamment avec les éducateurs, on en a souvent parlé. C'est, tu me dis si je me trompe pour votre cas, mais c'est le fait de répondre à une demande qui a été faite à une autre école de la Fédération française des associations de chiens guides, la FFAC, parce que vous avez le profil de chien qui correspond. Alors que eux ont le profil de maître sans pour autant avoir le profil de chien en face. C'est bien ça? Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi le fait qu'ils ne puissent pas répondre à la demande. Il peut y avoir aussi cette problématique-là. Donc nous, on a toujours 2 ou 3 chiens de plus, justement parce qu'il peut y avoir aussi un enfant où son chien, malheureusement, ce sont des êtres vivants, peut avoir une maladie, puis décéder. Donc nous sommes là, nous aussi, ce qu'on appelle le service après-don, le SAD, où on est là aussi pour répondre aussi aux enfants qui peuvent avoir cette problématique-là. Et puis quand ils deviennent adultes, ça vous le savez, on s'adresse à l'école la plus proche de là où se trouve l'enfant qui est devenu adulte pour le renouvellement de son chien. Et ce travail-là se fait en lien avec les écoles fédérées 2 ans avant la mise en retraite du chien. C'est-à-dire on anticipe et puis on crée du lien justement entre notre fondation et les écoles fédérées et les autres écoles fédérées pour adultes. Il arrive parfois que dans le temps de ce renouvellement, il n'y ait pas forcément le chien dans l'école de proximité et c'est dans ce cadre-là que peut intervenir une mutualisation, que ce soit avec la fondation ou avec d'autres écoles fédérées en France en tout cas. Et tu parlais justement de ce qui peut arriver malheureusement du service après-don. J'aime beaucoup cette expression, je ne l'avais jamais entendue, parce qu'on n'est pas sur la vente de chiens guides, hein, ça on le sait pour ceux qui suivent la fondation comme Futur Chien Guide, je pense que vous avez bien ça en tête. Et c'est ce que nous avait notamment confié Anaïs, que j'ai eu l'occasion en plus d'avoir en stage, qui a aujourd'hui Mozart à ses côtés. Et elle racontait dans l'épisode 35 que voilà, il y avait eu des petits soucis avec sa première chienne qui avait fait qu'elle avait dû partir bien plus tôt. Et donc, elle avait
finalement eu un renouvellement à la fondation, ce qui est relativement assez rare puisque les jeunes entre 12 et 18 ans, normalement, ont un seul chien puisque la longévité du chien permet quand même d'avoir un seul chien pour ces âges-là, en tout cas. Oui, bon, malheureusement, comme je l'ai dit préalablement, il peut y avoir aussi un accident, voilà. Et dans ces cas-là, nous sommes là. Notre idée, enfin, ou du moins la mienne, et puis celle de toutes les personnes qui coopèrent à ce projet, à cette œuvre, eh bien, c'est de ne pas laisser les enfants démunis. Parce que au départ, il faut savoir que c'est un rêve, ils ont un rêve, donc notre rôle, c'est de réaliser ce rêve-là pour qu'ils puissent bénéficier de cette aide animale. Et je crois qu'il faut maintenir cette continuité si toutefois il s'avérait qu'il y ait un problème dans leur parcours avec leur premier chien auprès d'eux. Et on parlait des problèmes de parcours une fois qu'ils sont remis, mais on sait aussi, tu disais, et c'est une des questions qui a été posée dans la boîte à questions, c'est que tous les chiens ne vont pas au bout de leur formation parce que la formation n'est pas forcément faite pour eux au final, même s'ils ont été sélectionnés et qu'ils sont nés pour ça. C'est à peu près combien de chiens? Tu me parlais de la gestion par groupe, donc on mène une dizaine de chiens par groupe à la fondation. Oui, c'est-à-dire nous avons deux sessions. Une session en avril où on reçoit entre 5 et 6 enfants, et une en octobre-novembre où on reçoit à peu près le même nombre d'enfants. C'est à peu près voilà, entre 10-12 enfants. Les mutualisations, ça se passe un petit peu différemment, mais c'est à peu près on peut accueillir voilà, une dizaine d'enfants, une douzaine d'enfants par an, puisque bon, nous sommes dotés de chambres et l'accueil est là aussi, qui a été mis en place pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. On parlait aussi de chiens qui n'arrivent pas au bout du parcours de l'éducation. Eh bien, soit on se rend compte très tôt que le chien eh bien, ne pourra pas être chien guide parce qu'il peut avoir des frayeurs, parce qu'il peut avoir aussi une pathologie, ça peut arriver. Hein. Il y a tout le côté aussi attirance, et puis ça fait partie des êtres vivants. Donc il peut arriver un jour, et on ne sait pas pourquoi, que le chien en cours d'éducation, eh bien, il a une frayeur, il ne veut plus du jour au lendemain monter dans l'ascenseur. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Et c'est sûr que du coup, ça fait, c'est normal, c'est naturel et c'est logique parce que c'est des êtres vivants, comme tu le dis. Et donc, il y en a quelques-uns par an qui mènent pas leur formation jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà. Alors, ils deviennent très bons. Soit on les réoriente, soit eh bien, on les réforme définitivement. Et puis là, ce sont des personnes à qui on donne le chien. Bon, voilà, ça se passe de cette façon-là. Mais notre but dans la fondation, c'est d'arriver au maximum à avoir le moins de réformes possible. On est tenu par une législation sur laquelle on ne peut pas avoir plus de 10 chiens, voire 11 chiens sur site. Donc, on fait le maximum que tous les chiens que nous avons bien soient remis. Non, et puis ça coûte aussi un peu de l'argent. Hein. Ça coûte pas d'argent aux jeunes parce que c'est les dons qui permettent de financer tout cela, que ce soit des dons privés, d'entreprises, des legs, etc. Mais c'est l'occasion de leur rappeler quand même que il y a quand même de l'argent engagé dans la formation d'un chien guide, que ce soit la fondation ou dans d'autres structures. En tout cas, en France, on fonctionne comme ça. Donc voilà, s'il y a des gens que ça intéresse, hein, vous pouvez taper Fondation Frédéric Gaillan directement. Et puis, vous verrez toutes les possibilités de dons. C'est quoi aujourd'hui les projets un petit peu de la Fondation pour cette année 2024? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a les journées portes ouvertes, les 10 ans de la Fondation qui arrivent pour le mois de septembre. Est-ce que voilà, vous avez d'autres projets en perspective, en dehors des belles remises qui sont prévues, de belles vagues de remises qui sont prévues avec les stages de remise des jeunes? Alors, il y a, sur le plan de l'infrastructure, j'ai imaginé un parcours d'essence végétalisé. C'est-à-dire au cœur de notre école, pour ceux qui la connaissent, il y a tout un parcours, ce qu'on appelle le parcours d'essence compensatoire, où on a recréé un petit peu l'environnement urbain, avec des feux sonores, avec des tunnels, des passerelles. On travaille sur les odeurs, on travaille sur le son que font les fontaines, etc. Donc c'est tout un parcours avec des revêtements au sol différents, des passerelles en bois et en métal. Et je souhaitais que l'on poursuive ce parcours-là, mais un petit peu différent, c'est-à-dire de recréer un peu comme un bosquet ou un jardin, où nos bénéficiaires, quand ils viennent en stage, puissent changer de lieu et se retrouver vraiment au cœur de la végétation, au milieu des arbres, au milieu de marcher sur des copeaux de bois,
voilà, avec aussi une passerelle métallique, de permettre à la fois à nos éducateurs de scinder en deux des groupes, c'est-à-dire groupes d'éducation de chiens qui peuvent travailler à la fois sur le parcours d'essence urbain et de travailler sur un autre parcours qui se rapproche beaucoup plus de la nature. Donc Ça, avoir un peu un parallèle, c'est vrai qu'aujourd'hui le parcours d'essence, je l'ai vu quand je suis venue mi-octobre et je vous remettrai, j'avais fait une petite vidéo pour le présenter. C'est vrai qu'il est composé de plein d'éléments urbains, mais du coup c'est une mini-ville en fait avec des traversées de passages piétons, il y a même une borne de métro, etc. Mais donc créer un pendant plus végétal, plus naturel pour travailler comme s'immerger dans on va l'appeler ce parcours d'essence végétalisé comme tu l'as dit. Que ce soit pour le travail comme pour le repos, j'imagine. Oui, c'est une proposition à dire, mais dans la vie, tu peux être amené aussi à te déplacer avec ton chien sur des chemins dans la montagne ou ailleurs. C'est vrai. Et donc, c'était le but. Ce parcours est fait de bosses, de creux. Voilà, donc il sera inauguré. Là, nous allons attaquer les plantations. Il sera inauguré le 29 juin au matin. On a hâte de voir le résultat. Hein. Tu nous l'as bien vendu en tout cas. Est-ce qu'il y avait des dernières questions dans le chat avant que on conclue un petit peu ce live? Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont de passage, d'autres qui vont, je sais, regarder en replay. En tout cas, merci à toi Frédéric. Puis on s'était rencontrés au mois de juin au mois de juin 2022 maintenant. On s'était rencontrés à la congrès, pardon. C'est pour ça que j'ai ma petite dédicace dans ce livre, puisqu'on avait échangé à ce moment-là, pendant ce petit moment un peu sur les associations, même si j'étais ronde comme un ballon, puisque c'était au mois de juin 2022 et que l'été d'après, mon petit est arrivé. Donc c'était assez mémorable pour moi en tout cas de faire tout ça. Je regarde s'il y a des dernières questions. Écoute, il y a des bravo, la plus belle fondation du monde. Je crois que ces gens-là sont un petit peu influencés. Les connaissants, ils sont peut-être bénéficiaires. Léana a dit en tout cas que c'est un super projet. Léana, c'est aussi une de mes invitées, je le souligne, parce que Léana, voilà, ton profil m'a été présenté plein de fois avant qu'on échange. Mais en deux mots, Léana, c'est la jeune fille qui est venue en pleurant et qui est repartie en pleurant parce qu'elle ne voulait pas venir, elle ne voulait pas en repartir. Vous pouvez écouter tout ça en détail dans l'épisode 71, mais je sais que Ella, qui est à tes côtés, et toi-même, Frédéric, connaissez par cœur ce profil et ce portrait de Léana, puisque il est quand même assez marquant pour vous aussi. Oui, c'est une belle personne qui est venue un petit peu en reculant à la fondation, qui est revenue. Je crois qu'elle s'épanouit, elle grandit, et puis c'est une belle petite femme, quoi, voilà. Si vous voulez écouter la toute fin de l'épisode 71, ne zappez pas, il y a l'hommage à Sabelle Soussou, à Sabelle Swing, qui est en entier. Une dernière question que je vois apparaître, quand les chiens sont reproducteurs, ils ont combien de fois des bébés, les mamans? Alors du coup, les chiennes reproductrices à la fondation, c'est un petit peu particulier puisqu'elles vont mettre bas au CZK, je crois. Nous, on essaie de les préserver par rapport au bien-être animal. On essaie d'avoir une seule portée par an. C'est à peu près le rythme que j'avais en tête, c'est 3 portées en 5 ans avant la retraite. En tout cas, c'est ce qu'a fait la belle Night que j'ai bien connue et qui est aujourd'hui à la retraite, stérilisée pour une belle retraite de maman de chien. Alors, il y a une dernière, même s'il y a des bonjours de Léana qui dit Frédéric, tu m'as remis un rayon de soleil dans ma vie. D'autres disent quel honneur d'être famille d'accueil et de faire partie de cette chaîne incroyable. Un grand bonjour de Lucas, qui est le bénéficiaire de Olaf. Et enfin, la dernière question avant qu'on conclue. Avez-vous déjà eu un jeune en situation de surdicécité? On a eu des bénéficiaires qui avaient effectivement l'handicap visuel, mais aussi un handicap associé, style hémiplégie. On a eu également, effectivement, en stage en avril, une jeune fille qui était appareillée aussi au niveau d'une surdité et qui était non-voyante. Du coup, ça arrive aussi d'avoir des personnes et des jeunes qui ont donc ce type de handicap également. C'est-à-dire que nous, on a une politique ou une philosophie à la Fondation, c'est de ne pas fermer la porte aux enfants tels qu'ils soient. Donc, on essaie, quand ils ont une difficulté supplémentaire, eh bien, on fait tout notre maximum pour essayer de les satisfaire au mieux. Donc, c'est effectivement les remises de chiens un peu chez nous, c'est un petit peu à la carte aussi parce que les enfants n'ont pas forcément le même âge, ils viennent de cultures et de milieux différents, donc nous nous adaptons à eux et nous essayons de les servir au mieux.
Bon, en tout cas, c'est hyper louable et moi, je suis très partisane de la fondation. On a cité quelques épisodes que j'ai fait sur mon podcast, mais la liste complète, bien sûr, est sur futureshingid.fr. Je vous mettrai les petits liens. Mais donc, on a parlé de Léana, qui est là. Il y a aussi eu Marine et Odor dans l'épisode 43, Bérénice et Opium dans l'épisode 28. Et on a déjà parlé de Christelle et de Marina, qui sont dans l'équipe de la fondation que j'ai eue en ce début d'année. En plus de Anaïs, que j'avais eu l'occasion d'avoir en stage auprès des chèvres. Et j'ai encore des nouvelles. Et Mozart, Momo, se comporte super bien avec ces super chèvres. Donc voilà, merci beaucoup Frédéric. Merci Je ne sais à pas vous. si tu peux rajouter le petit mot de la fin peut-être. Oui, moi je crois que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est quand même très brutal, voire violent, avec des conflits un petit peu partout, l'être humain est en capacité aussi de montrer, on peut faire des choses assez belles en direction surtout des enfants. Merci beaucoup Frédéric. Merci à vous. Puis à très bientôt et j'ai noté moi aussi de mon côté les 10 ans à la JPO. Donc pour le dernier week-end de septembre cette année, on aura l'occasion d'en reparler et avec grand plaisir du coup pour ce live. Merci beaucoup encore à toi. À bientôt, Estelle, au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que la qualité d'écoute était tout de même au rendez-vous. N'hésitez pas à vous procurer le livre de Frédéric Gaillan, Un guide dans ma nuit, et à me faire vos retours sur votre lecture. Et si vous avez apprécié cet épisode sur les origines de la Fondation Frédéric Gaillan, je vous conseille de découvrir celui d'Anaïs de l'épisode 35, que j'ai eu la chance d'accueillir en stage du côté des chèvres, et qui est aujourd'hui guidé par son beau Mozart, éduqué par la Fonda. De mon côté, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.